Et vous nous appelez 0826 300 300. Ce matin, on va évoquer la ristourne de 15 centimes sur le prix de l'essence dès le 1er avril. Le premier tour dans 28 jours de la présidentielle, avec beaucoup de questions qui se posent, notamment sur le positionnement des uns et des autres dans les instituts de sondage et puis la fin des restrictions sanitaires. Est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui, compte tenu, est-ce que c'est la fin de, on va dire, du problème Covid? On en parle avec Matteo Ghisalberti. Bonjour Matteo. Bonjour. Journaliste franco-italien Filmmedia. Michel Taub. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site d'Info Opinion International, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Frédéric Dabi est avec nous ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Christine, bonjour à tous. Directeur général de l'IFOP, auteur de votre dernier livre, La fracture, aux éditions Les Arènes. Et puis Georges Kuzmanovic, président. Bonjour Georges. Bonjour. Président Christine. de République Souveraine et candidat, enfin ex-ancien candidat à la présidentielle. Dans un instant, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je vous laisse terminer vos notes, mais on retrouve Gilles Gansman pour eh bien, ce qui nous a marqué ces dernières 24-48 heures de la campagne présidentielle. C'est le zap de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Beaucoup de choses après un week-end en général, Gilles, oui. Oh oui, il y a un premier son pour faire réagir vos débatteurs. C'est le son de ce week-end où Marine Le Pen a dénoncé une manipulation d'un président Macron qui utiliserait la peur de la guerre à des fins électorales. C'est passé relativement inaperçu, mais le président de la République a répondu à deux types de médias. Des médias français, à qui il a dit avec un air extrêmement sérieux et grave qu'il était très pessimiste sur l'issue des négociations, et il a répondu aux médias anglo-saxons en disant qu'il était très optimiste sur l'issue avec un grand sourire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité le président de la République se sert de la guerre en Ukraine pour faire peur aux Français parce qu'il pense que la peur peut lui bénéficier. Et moi, je suis extrêmement sévère, Mme Chevrillon, à l'égard de ce type de comportement. Extrêmement sévère. Parce qu'on ne manipule pas l'opinion publique avec des sujets aussi importants, aussi graves que la guerre. Manipulation, elle a raison, Marine Le Pen, Michel Taub? Alors, je n'ai pas vérifié dans l'instant de diffusion de ce son si dans les médias anglo-saxons, il a effectivement joué deux poids deux mesures. Moi, je salue les initiatives diplomatiques qu'a prises le président Macron, que ce soit clair. Je trouve qu'il a été à la hauteur du défi qui se présentait à nous. Déjà début février, en allant à Moscou, il a pris des risques. Je trouve que c'est très bien. En revanche, malheureusement, je suis 100% d'accord avec Marine Le Pen. Je pense que c'est une chose de prendre des initiatives diplomatiques. C'est une chose que de multiplier les initiatives, d'aller à Moscou, d'essayer d'utiliser tous les moyens de sauver la situation et de garder le fil de la négociation avec Moscou. La France, c'est quand même une des puissances diplomatiques mondiales. Mais en revanche, malheureusement, il a effectivement manié la peur auprès de l'opinion publique depuis le début. Il a mis en scène, en fait. Vous parlez de début de Covid. Emmanuel... Non, je parle évidemment. À raison ou à tort? Mais à tort, pour deux raisons. La première, c'était que c'était en rajouté par rapport aux efforts diplomatiques. Et surtout, lorsque vous surcommuniquez et lorsque vous faites croire qu'on est à la veille d'heures tragiques, mais quelque part c'est pris par Vladimir Poutine et par nos adversaires, non pas nos ennemis, puisque nous ne sommes pas en guerre, paraît-il, avec Poutine, mais comme un argument pour rajouter de l'huile sur le feu. Donc, si vous voulez, c'est politiquement, franchement, limite, mais c'est ensuite diplomatiquement et géopolitiquement extrêmement dangereux. Ça fait sortir la France de son rôle, non pas d'arbitre, puisqu'on n'est pas arbitre, mais de conciliateur pour essayer de faire reculer Poutine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Frédéric Dabi, un Emmanuel Macron tout le temps optimiste sur ce conflit en Ukraine, annoncer quasiment que des bonnes perspectives? Est-ce que ça serait crédible? Non, enfin je ne sais pas si ça serait crédible, mais ça serait une drôle de posture. Il y a du tragique dans cette affaire et si je prends les dernières enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio, celle d'il y a 10 jours, 92% d'inquiétude de la part des Français, et c'est pas le ton tragique du président ou fait pessimiste, c'est le fait qu'on ait parlé qu'on ait agité un chiffon rouge qui est arme nucléaire, et c'est Vladimir Poutine qui en a parlé pour la première fois, si je ne me trompe pas, et on a une opinion qui d'un côté trouve le président à la hauteur parce qu'il y a une logique, il y a cet effet drapeau où dans un contexte de crise suraiguë venant après 2 ans de crise sanitaire, l'opinion serre les rangs
auprès du chef de l'État. On parlera sans doute des rapports de force électoraux. Rien n'est joué parce qu'un sondage n'est pas un pronostic. Je sais ce que disent vos auditeurs et ils ont raison de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ça lui bénéficie grandement. Allez, on continue, Gilles, avec le zap de la présidentielle. Oui, un son qui pourra alimenter votre débat après 11h, puisque vous allez en parler. Valérie Pécresse, elle est revenue sur la mesure annoncée par Jean Castex sur la remise des 15 centimes pour elle. Évidemment, cette mesure manque de transparence. Écoutez-la. J'avais proposé qu'il y ait une opération transparence sur tout ce que l'État avait gagné et qu'il y ait un juste retour aux Français, c'est-à-dire qu'on rende cet argent aux Français. Donc sur le principe, je suis d'accord avec la proposition. Simplement, je ne sais pas si ces 15 centimes représentent exactement l'intégralité des gains que l'État a fait. Peut-être pas tous les gains. Donc j'aurais préféré que le Premier ministre nous dise « je rends tout l'argent aux Français ». Donc on attend de savoir si ces 15 centimes représentent tous les gains. Et puis la deuxième chose... Et la deuxième chose... Ça représente 2 milliards. Ça représente 2 milliards, mais est-ce que l'État n'a pas gagné plus que 2 milliards ? La suite, on va en parler, on va y revenir. Absolument. Et pour finir, ce soir donc les candidats à la présidentielle seront face à la guerre d'Ukraine, répondant tour à tour aux questions des journalistes de TF1. Seulement voilà, sur les 11 candidats, 8 seulement seront présents. TF1 a fait ce choix de ne pas tous les inviter. Alors évidemment, Jean Lassalle, qui fait partie de ceux qui ne sont pas invités, était dépité face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Non, je ne mérite pas. Il y a un profond mépris dans cette décision, mépris de classe, je pense. Je croyais que Bouygues avait mieux vieilli que ça, vous voyez. L'institution de Bouygues, mise en place par Mitterrand, Chirac, du temps où on faisait encore bien les choses en France. Ne parlons pas de l'histoire, mais là vous avez envie de vous exprimer dans tous les médias comme vous le faites ici avec nous. Oui, mais ils m'ont signifié, contrairement à vous qui m'invitez, que moi je ne l'étais pas. Donc je leur dis bravo et je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1. C'est-à-dire, on vous considère comme un sous-candidat, quoi. Un candidat de merde et inutile. De merde ? De merde, oui. Comme s'il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin. Bon, en attendant, Jean Lassalle sera demain matin sur Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Médibus, les matinales de la présidentielle sur Sud Radio à partir de 8h15. Et je souligne que vous pouvez d'ores et déjà envoyer ou poser vos questions ou les déposer au standard au 0826 300 300 si vous voulez questionner le candidat Lassalle. Tous les candidats ont la parole sur Sud Radio, Michel. Est-ce que je peux poser une question à Georges Kuzmanovic ? Oui. Parce que comme il a été candidat et qu'il n'a pas eu les parrainages, est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que c'est pas quelque part normal de considérer... Enfin, c'est le système qui est peut-être vicié, en fait. D'avoir 12 personnes qui s'expriment. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça doit vous affecter quand même le sort de la sur salle. les parrainages, le système tel qu'il est parfaitement inacceptable et non démocratique. Alors que M. Lassalle, contrairement à d'autres qui ont reçu le soutien massif des grands partis politiques pour être au second tour, qui n'auraient jamais réussi à y arriver par eux-mêmes, je pense à M. Nicolas Dupont-Aignan, qui a reçu le soutien massif de LR, qui voulait fragiliser, c'est une tactique, pourquoi pas, Éric Zemmour et Mme Marine Le Pen. M. Lassalle, lui, par ses contacts, par son tour de France à pied, a obtenu le gros de ses 500 parrainages seul. Et lui, il n'est pas invité. Oui, il a le droit de considérer qu'on le considère comme un candidat de merde. Et je trouve ça tout à fait inacceptable. D'autant plus qu'à une époque, le Gorafi avait fait une blague, avait dit que l'écart se resserrait entre M. Lassalle et Mme Hidalgo. Je serais bien curieux de savoir si elle va réussir à faire plus que M. Lassalle. Dans notre ligne de vendredi, ils sont à 2% chacun. Pourquoi n'est-il pas invité ? Georges, c'est vous qui avez la parole. Je vous la laisse. Votre coup de cœur pour avant l'info de 11h. Ah non, attendez, on me dit qu'il faut faire la pause. On fera les coups de cœur et les coups de gueule de l'actu juste après l'info de 11h. On s'arrête un court instant et on vous retrouve tous les quatre, Matteo Ghisalberti, Michel Thau, Frédéric Dabi et Georges Kuzmanovic, et vous-même au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Et avec Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, Film Média, Michel Thau, fondateur du site d'info Opinion Internationale, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, tous les quatre
4. Nous allons évoquer dans un instant cette ristourne de 15 centimes d'euros. Oui, j'ai bien dit 15 centimes d'euros sur votre plein sur l'essence à partir du 1er avril. Le premier tour de la présidentielle et tout ce qu'on doit savoir dans 28 jours. Et puis la fin des restrictions sanitaires. Fini le masque. Hein. Nous nous baladons dans les couloirs de Sud Radio sans masque. Enfin, on peut les porter. Hein. Rien ne nous interdit de le porter. Mais aujourd'hui, nous sommes visage au vent, comme on dit. Ça fait tout bizarre de se voir comme ça, ainsi dénudé presque, je dirais. Espérons que ça dure. Hein. Alors, espérons que ça dure. Ce qui n'est pas gagné. Hein. Attention. Vu les dernières infos. Gardez vos cartouches, Michel, on va y revenir dans un instant. Georges, vous aviez la parole avec un coup de cœur en ce 14 mars aujourd'hui. Vous souhaitiez rendre hommage. Et oui, je souhaitais rendre hommage à un soldat, Loïc Libert, qui est une des victimes oubliées de Mohamed Merah. On commémore les 10 ans des assassinats de Mohamed Merah. Le 11 mars, c'est la journée d'hommage national aux victimes du terrorisme, donc c'est vendredi. Le 11 mars, il avait assassiné le brigadier-chef Ibn Ziaten. D'ailleurs, il y a une grande cérémonie à Versailles vendredi, organisée par Emmanuel Macron avec les 27 chefs d'État et de gouvernement contre le terrorisme. On en a très peu parlé, mais... Il terminera sa course folle le 19 mars à l'école Torah, où il a tué des enfants. Mais là, le 15 mars, donc c'est demain, il assassine deux autres militaires, et il tire dans la tête d'un autre, Loïc Libert, qui n'est pas mort. Non. C'est un peu oublié, mais Loïc Libert est une grave victime puisqu'il est tétraplégique et il est depuis aux Invalides, à l'institution des Invalides. On l'a un peu oublié et ça fait 10 ans qu'il se bat et qu'il essaye un reportage sur lui assez long pour raconter un peu sa vie qui était terrible. Ouais. Et il y aura un hommage à Toulouse ce dimanche à l'initiative des différentes parties victimes des attentats en présence, si rien ne bouge, d'Emmanuel Macron, du président israélien et des différentes communautés. Il y avait juste effectivement une interrogation et François Hollande et Nicolas Sarkozy qui étaient aux manettes à ce moment-là, qui ont vécu ces jours d'horreur en région toulousaine. J'en suis témoin et je peux confirmer. Effectivement, Loïc Libert, l'une des victimes de Mohamed Merah qui vit aujourd'hui, c'est le seul rescapé quasiment des attentats de Merah. Frédéric Dabi, je crois que vous avez lu le JDD hier. Oui, tout à fait. On y a modestement contribué à l'IFOP. On a réalisé une enquête pour la Fédération hospitalière de France sur les questions de santé auprès du grand public et auprès d'un échantillon de professionnels de santé. Et force est de constater que la santé, alors il y a le contexte ukrainien, il y a le contexte Covid, paradoxalement, et cette campagne aborde peu ce qui est tout simplement la première préoccupation des Français, à savoir ces questions de santé. Vous allez me dire, Christine, c'est lié au Covid? Non. La santé est devenue la première préoccupation dans les enquêtes d'opinion, l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio de septembre 2019. À l'époque, il n'y avait pas de Covid. Mais il y avait déjà, et vous avez fait beaucoup de terrain, vous en parliez tout à l'heure, la crainte sur le devenir de l'hôpital public. Il y avait déjà les urgences, des mouvements de grève. Il y avait cette question de l'accès et de la renonciation aux soins. Et c'est vrai que dans l'enquête qui a été publiée hier, elle n'étonne pas, mais elle confirme, elle objective une situation. À peine 30% des Français considèrent que ce sujet est bien abordé pendant la campagne présidentielle. Et il y a très clairement une projection très négative et très inquiète, très anxiogène sur l'avenir du système de santé français. Et quand on dit que la France est en déclin, quand on creuse cette idée, très rapidement, les Français nous répondent avenir du modèle social, avenir de la santé. Quand on interroge les Français dans cette enquête sur le système de santé, les deux premiers mots qui émergent, c'est un système en détresse à 60%, fragilisé 26%. Et voilà, il y a une déception latente et on sait très bien ce qui se passe lorsqu'il y a un décalage trop grand entre les thématiques souhaitées voire abordées au cours d'une campagne et la campagne en tant que telle. Ça se termine par une abstention record. Dans notre ligne IFOP fiduciale pour Sud Radio, LCI et Paris Match, on a aujourd'hui une abstention qui serait supérieure à celle du 21 avril 2002, record du présidentiel. Ouais, c'est une vraie inégalité des chances d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Il y a une vraie rupture aujourd'hui. 41% des Français déclarent avoir renoncé à des soins au cours des 2 dernières années. 41%. Ouais. Mathéo. Je pense en tout cas que
il y a quelqu'un qui a disparu de la scène. Je veux dire, je me demande où sont passés tous les gilets jaunes, tous ceux qui sont allés manifester pendant des mois sur les ronds-points, notamment pour la réqualification des territoires et aussi du point de vue sanitaire. Je me demande où ils sont passés, parce que s'il y a cette prévision d'abstention monstre, déjà ce n'est pas un bien pour la démocratie, jamais, parce qu'on peut voter ce qu'on veut, mais il faut aller voter. Parce que sinon, après, pendant 5 ans, on peut descendre dans la rue, et c'est un droit aussi, mais utilisons les fenêtres de tir pour exprimer démocratiquement sa préférence politique. Et c'est un moyen démocratique aussi de dire que le système ne fonctionne pas. Oui. Je vois pas pourquoi. Oui, en fait, sauf que il faut l'écouter à un moment donné. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que ce système, et en particulier en France, est tellement vertical que les décisions sont prises par très peu de personnes. Et si on n'utilise pas les moments où on peut faire changer ces personnes, enfin, je sais pas. Avec 12 candidats sur la ligne de départ, il y a moyen, d'exprimer quelque chose, peut-être avec les différentes sensibilités, peut-être genre... Il y a 12 candidats dont beaucoup sont parfaitement des copies conformes les uns des autres sur les questions économiques et sur les questions de santé. Santé, mais non, la santé comme les autres est surdéterminée par les capacités budgétaires. Et en fait, la plupart des candidats ont les pieds et poings liés parce qu'ils sont absolument totalement européistes, ne sortiront pas des critères de convergence, ont énormément d'argent remboursé, ont les yeux de manière absurde fixée sur la dette souveraine et répondront, si on leur pose la question, ah oui, c'est très très important que les Français soient soignés, mais immédiatement, celui ou celle qui sera élu sur cette ligne néolibérale européiste dira non, c'est pas possible, on va fermer encore plus d'hôpitaux et de lits, comme a fait Emmanuel Macron en pleine crise Covid. Michel. Deux choses. Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République, dans son programme de campagne, le maître mot de son programme santé, c'était prévention. Et force est de constater que pendant 5 ans, enfin je veux dire 3 ans, on va dire, jusqu'à au déclenchement de la crise Covid, rien n'a été entrepris, vraiment quasiment rien en matière de prévention. Dans la lettre qu'il a adressée aux Français il y a 10 jours ou 15 jours, il reparle de la prévention. Quand il parle de la santé, il y a juste un petit passage sur la santé, il reparle de la prévention. Est-ce que ça va être un sujet? C'est le deuxième point que je voulais dire. Il va y avoir des débats pour la présidentielle, notamment à la période où tout est très normé par les autorités. Il faut espérer qu'on ne parlera pas que de l'Ukraine et du conflit avec la Russie, et qu'il y aura quand même du temps de parole pour justement entendre les candidats parler des vrais sujets de préoccupation des Français, qui sont la santé, qui sont le pouvoir d'achat, qui sont la laïcité, qui sont la sécurité. Vraiment, il faut l'espérer. Michel, je pense que là, juste, c'est un mot, parce que c'était dans mon programme. La transition d'une médecine de soins, parce que dans une médecine de soins, une médecine préventive et de soins. Mais ça demande c'est 10 ans. Une révolution. Une révolution. Ça demande vraiment de s'engager de manière colossale. Ces choses-là. Voilà. Non, c'est pas que ça, la médecine préventive. Non, mais d'accord, mais c'est vrai, mais quand on a déjà vécu une pandémie dans laquelle on a mesuré les défaillances de notre système sanitaire, et on a tout fermé parce que lors du premier confinement, on n'avait pas ces choses-là, on n'en avait pas assez. Voilà. Donc, il faudrait réfléchir un petit peu. Et ça, parce que pour ceux qui n'écoutent qu'à la radio, c'est le masque. C'est le masque. Le masque, c'est un acte de prévention. Complètement. C'est un acte de prévention. C'est pour ça que moi je suis pour un allègement des mesures, sauf le masque, qui à mon avis est le meilleur moyen de se protéger, et plutôt un masque FFP2 d'ailleurs. Coup de gueule, Michel, puisque vous avez la parole, je vous la rends et je vous la laisse sur la situation en Corse. Alors la Corse qui s'enflamme, et qui est vraiment une situation extrêmement dramatique. Ce qui se passe en Corse aujourd'hui, c'est un peu un condensé de tous les maux MAUX que connaît notre pays en matière de direction du pays. Colonna, il était presque oublié par les Corses. C'est ça la réalité. C'est que même les Corses avaient un peu oublié Colonna. Et le fait qu'il se fasse massacrer par un terroriste islamiste condamné dans les prisons françaises, ça a réveillé des choses extrêmement profondes dans la société corse. Et à mon avis, on n'est pas prêt de terminer d'en entendre reparler. Plusieurs choses. Il y a une quinzaine de Corses qui ont été condamnés ces 30-40 dernières années pour fait de terrorisme, à des peines de prison extrêmement lourdes.
Et ils apprennent aujourd'hui qu'un détenu condamné pour terrorisme islamiste a pu porter atteinte à la vie de Colonna. Donc ça a mis de nombreux Corses complètement, ça les a rendus fous. Il a raison, Darmanin, d'y aller dès mercredi pour instaurer, a-t-il dit, mes intérieurs, un début de dialogue avec les élus territoriaux. Les policiers qui sont en Corse aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils doivent gérer une situation insurrectionnelle. Moi, je rends hommage à l'action des policiers corses, parce que s'ils n'étaient pas aussi courageux, je dis bien courageux, ça pourrait être le début de l'anarchie. La situation est extrêmement dangereuse. Donc je pense que Darmanin va y aller, mais avec un cordon sanitaire, j'ai envie de dire, et sécuritaire, qui va être dramatique. Mais j'aimerais continuer. Depuis 5 ans que Emmanuel Macron est aux affaires, et plus encore que ses prédécesseurs, il a manifesté une forme de mépris vis-à-vis des autorités corses. En Corse, aujourd'hui, vous avez des autonomistes qui sont au pouvoir, qui essayent de faire une sorte de synthèse impossible entre les indépendantistes et ceux qui sont grosso modo pour effacer toute réalité corse. Et l'Élysée, Emmanuel Macron, a sciemment ignoré cette réalité autonomiste corse, alors qu'en fait ils sont au pouvoir en Corse. Et on aurait pu construire là des solutions pour la Corse dans le cadre de l'ensemble républicain que Emmanuel Macron n'a pas saisi. Et c'est cela aussi qu'on est aujourd'hui en train de payer. Et dernier point, il y a une forme d'humiliation pour les Corses. Pourquoi les jeunes se mobilisent autant ? Pourquoi les jeunes se mobilisent autant ? Parce que vous avez beaucoup de Corses qui sont détenus en métropole, qui réclamaient depuis des années la possibilité que les personnes condamnées pour des actes criminels, voire de terrorisme, puissent purger leur peine en Corse, parce que pour les familles, ça leur permettait d'assurer un suivi, une relation plus étroite avec leurs proches condamnés. Et voilà que Jean Castex, je dis bien Jean Castex parce que Dupond-Moretti, qui avait été dans le passé avocat de Colonna, ne pouvait plus gérer cette question, donc elle a été dépaysée à Matignon. Et voilà que Jean Castex autorise aujourd'hui des détenus, les co-détenus de Colonna condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac, il les autorise à revenir sur le sol corse, alors qu'il y a 6 mois, il leur avait refusé. Enfin, tout ça, c'est la preuve d'un échec dans la gestion de la situation corse, comme on l'a eu dans d'autres affaires, et tout ça est bien malheureux. Et je vous le dis, ça risque de durer, parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs et de souffrances qui se sont accumulées ces dernières années, et Colonna, ce n'est qu'une étincelle de choses beaucoup plus profondes. Comme par exemple le fait qu'il y ait plus de 20% de pauvres en Corse. Oui. On ne le sait pas, mais c'est une des régions de France qui est où il y a le plus de pauvres. 1 sur 5. Ce dossier corse, on y reviendra évidemment sur Sud Radio, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer. Dernier coup de gueule. Excusez-moi, j'ai oublié juste un point. En 2015, il y avait eu des échauffourées, entre guillemets, dans le match entre Reims et Bastia. Et des jeunes Corses avaient été lourdement condamnés, alors qu'ils ont toujours protesté de leur innocence, qu'ils n'avaient jamais manifesté. C'est une forme de punition, vous dites. Exactement. Et ces mêmes jeunes aujourd'hui se sentent encore une fois comme... humiliés, ignorés par la réalité nationale. Et c'est tout ça qui est en train d'exploser aujourd'hui en Corse. Et donc, effectivement, la situation est très, très grave. Mathéo, vous vouliez... ça sera le mot de la fin. C'est un hommage à 2 personnes aujourd'hui. Un hommage, oui, à 2 confrères, Brent Renaud et Olivier Dubois. Brent Renaud était un correspondant de guerre qui a été tué en Ukraine ce week-end. Il a travaillé aussi pour le New York Times. Et Olivier Dubois est un confrère français qui est otage au Mali. Apparemment, il y a une vidéo qui parle de lui après beaucoup de mois, et donc c'est un hommage aux 2 à la mémoire du premier, et avec une prière et un pensée pour les siens aussi, et pour toutes les autres correspondants de guerre, parce que ce n'est pas un métier facile, celui-ci, et il faut vraiment se rappeler que les journalistes qui font ce travail sur un terrain de guerre, ce n'est pas des touristes, parce que parfois on se dit mais pourquoi ils sont allés au fin fond de la brousse pour faire un safari. Non, ils vont pas faire un safari, ils vont récolter des informations pour que tout le monde puisse se faire une idée.
et éventuellement aider aussi avec l'information les populations locales. Et si les journalistes sont tués ou assassinés ou enlevés, c'est qu'il y a bien une raison et qu'ils dérangent. Exactement. Voilà, et d'ailleurs, très beau, si vous voulez faire un geste, RSF, son album qui est sorti, ça sera mon coup de cœur pour enchaîner, et qui est paru pour aider la liberté de la presse, sans qui nous ne serions même nous pas là, du tout, sur Sud Radio. Allez, on parle de notre plein d'essence. On aura dès le 1er avril 15 centimes de réduction grâce à Jean Castex. On en parle avec vous également au 0826 300 300 et nos 4 débatteurs, Matteo Ghisalberti, Michel Taub, Frédéric Dabi et Georges Kuzmanovic. À tout de suite. Et avec vous sur les réseaux sociaux également, Matteo Ghisalberti, aujourd'hui journaliste franco-italien Film Média, avec Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Michel Taub, fondateur du site d'info Opinion Internationale. Donc face à l'envolée des prix du carburant, Jean Castex a dégainé ce week-end une remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril et jusqu'à fin juillet, jusqu'au 31 juillet. Alors ça va coûter 2 milliards d'euros à l'État et ça concernera tout le monde, les ménages comme les entreprises, et sera valable absolument sur tous les carburants. Alors ça va marcher comment ? On va pas voir les 15 centimes déduits sur son panneau d'essence, on va aller à la pompe et c'est au moment de régler sa facture que les 15 centimes seront déduits. Alors tollé de la part des autres candidats à la présidentielle, puisque tout le monde y voit une mesure électoraliste, bienvenue ou pas. Alors je donne quelques arguments. Pour Valérie Pécresse, le 1er avril, c'est-à-dire à 10 jours de l'élection, la ficelle est un peu grosse, dit la candidate DLR. Anne Hidalgo, pour Jean Castex, le réveil est un peu tardif, une mesure qui n'est pas suffisante et surtout pas assez rapide. Marine Le Pen, par exemple, elle trouve dérisoire vu la situation des 15 centimes par litre. Et puis Fabien Roussel, ça c'est quelques-unes des déclarations totalement au hasard. Les décisions auraient pu être prises beaucoup plus tôt. Alors, électoraliste, évidemment, je dirais, Matteo. Effectivement, c'est en même temps, difficile à penser. Je vais faire l'avocat du diable. Je suis obligé pour équilibrer. Je suis le diable. Je suis le diable. Si rien ne se passe, on va dire qu'il ne fait rien. Oui. Alors, j'allais vous dire, on est quand même sur une inquiétude des Français extrêmement forte. Moi, j'ai vu des gens qui mettent 20 euros par 20 euros. Dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, on voit que le premier sujet de conversation de la campagne, c'est l'Ukraine, et quasi à égalité l'augmentation du prix de l'essence, alors qu'on a des Français qui ne sont pas concernés, qui ne conduisent pas, même si c'est une minorité. Ils attendaient, je pense, les Français, une action du gouvernement, et je pense que j'entends très bien la controverse politique, mais je dirais qu'ils ne salamisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas « Ah, c'est une mesure du candidat, ah, c'est une mesure du président ». Voilà, ils attendent une action. Bien sûr, la question du timing se pose. Et puis, c'est vrai que par rapport à d'autres offres, d'autres propositions d'adversaires d'Emmanuel Macron, ça pourra paraître comme trop peu par rapport à cette situation qui fait que dans nos enquêtes, on a beaucoup de gens qui nous disent je vais moins prendre ma voiture pour aller conduire, est-ce que ça vaut le coup de sortir de chez moi ? Le sentiment de relégation va, à mon avis, exploser. Puis entre ceux qui ont des moyens de transport en commun et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours. Ce qui me pose quelques problèmes, c'est que en plus, le timing c'est un peu particulier, mais il faut aussi considérer que ces augmentations ne sont pas finies. Et ces augmentations toucheront aussi d'autres produits, notamment les produits alimentaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? On attend des comptes des 15 centimes, 10 centimes pour le plat de pâtes ou pour le bol de riz ou je ne sais pas quoi. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de vision sur le long terme. Et puis, n'oublions pas aussi une autre chose, que vous parliez justement du transport en commun. Ça va augmenter. Est-ce qu'on va faire des bonus pour les gens qui sont obligés de prendre les transports en commun parce que l'essence, on la met aussi dans les bus, dans les avions. Non, il y a des bus verts. Oui, c'est quand même difficile de ne pas penser que Emmanuel Macron a une baraka d'enfer. Parce que, comme vous le dites, la facture, ce sera pour le lendemain de l'élection présidentielle. Évidemment qu'il va y avoir des explosions. On n'a jamais vu une telle explosion des coûts des matières premières. C'est incroyable. J'en parlais hier avec mon boulanger préféré. On a le même peut-être, non ? Peut-être pas loin. C'est toujours bon le thermomètre chez le boulanger. Mon boulanger préféré, mais oui. il n'y arrive plus. Il a une explosion des factures. Je veux faire une parenthèse. Voilà, donc on m'a dit que même les PVC pour les bâtiments a explosé. Il y a un produit qui va nécessairement augmenter.
c'est la baguette, Ouais, bien sûr. le pain. Et ça, c'est pas un Français sur 10. Mais bien sûr, là, c'est 100% des Français, ou presque 80%, 90% des Français qui mangent du pain. Et donc, si vous voulez, là, ça va être un impact direct et psychologique, sauf que ce sera pour le 25 avril. Ce sera pour les jours ou les semaines qui suivent. Donc vraiment, moi je trouve que Emmanuel Macron, il a une baraka, je le répète, incroyable. Parce que les mauvaises nouvelles, autre fait que je voudrais souligner, il y a beaucoup d'entreprises qui sont quasiment en cessation de paiement parce qu'elles ont eu une telle augmentation de leur coût de production démentiel, énergétique, les matières premières, etc., qu'elles ne peuvent pas le répercuter sur leurs clients parce que ça les amènerait à doubler leur coût. Vous dites qu'on rentre en zone inconnue sur le plan économique. Et donc moi je m'étonne, je terminerai en disant que je m'étonne de l'optimisme de la Banque de France qui a publié, je crois il y a 2 jours, une note disant que l'effet de la crise ukrainienne serait moindre que la crise Covid. Et franchement, je trouve qu'ils sont bien optimistes. J'espère qu'ils ont raison, mais j'en doute un peu. C'est le boulot des banques centrales aussi de dire que tout va bien se passer, surtout quand il y a un risque aussi colossal. Et c'est pour ça que je suis pas tellement sûr que ça profite tant que ça à Emmanuel Macron. Ça peut comme ça peut ne pas. Effectivement, là, il y a un vote légitimiste parce que c'est la guerre. Il semble profiter de tout cela, mais on voit bien le prix de l'essence augmente, tout augmente, et on n'est pas. Mais faire un chèque comme ça, là, Georges. Non, mais on est au bord peut-être d'une crise économique très grave. Il y a plusieurs bulles financières absolument colossales qui peuvent s'ouvrir parce que réaction en chaîne. Les investisseurs se demandent quelle va être la rentabilité de l'entreprise machin ou l'entreprise truc dans l'année prochaine, vu les coûts d'énergie qu'elle va devoir payer, donc la rentabilité sera moindre. Je préfère vendre des actions maintenant. On peut avoir un enchaînement. Et là, est-ce que ça va, si ça pète avant la présidentielle, c'est pas terrible pour le candidat principal parce qu'on demandera légitimement. Mais pourquoi votre ministre de l'économie déclare la guerre économique à la Russie? Pourquoi est-ce qu'il dit on va mettre par terre? Il s'est dédié après. Oui, il s'est dédié, mais personne n'a oublié. Une guerre économique financière totale. Il y a le cas de la guerre en Ukraine, mais la guerre économique est initiée par l'Occident contre les Russes. Les Russes disent on ne vous a rien fait à vous. Et il y a des mesures de rétorsion, plus les contre-effets de nos propres sanctions. Et l'élection législative, elle est quand même un bout de temps après la présidentielle. Donc ça fait quand même une marge assez longue où il peut y avoir beaucoup de surprises liées à la crise économique. Et par contre, sur les 15 centimes, sérieusement en fait, on a un gouvernement, 70% du prix de l'essence, c'est les taxes. Si vous les réduire, il pourrait parfaitement le faire. Et les 15 centimes dans 3 semaines, le 1er avril, c'est électoraliste, mais je pense que ça peut être pris comme du foutage de gueule. Un de nos auditeurs dit on va changer de sujet, on rouvrira ce dossier essence. Un de nos auditeurs nous dit la France est déjà mauvais élève en termes de lutte contre le réchauffement climatique et baisser la TVA sur les carburants serait un très mauvais signal envoyé à l'électorat sensible aux affaires climatiques. C'est la meilleure. Ils veulent manger quelque chose sans dépenser tout son patrimoine. Parce que d'ici peu, on aura vraiment des... C'est Mathéo qui disait... Attention, il faut faire... Je coupe, je vous arrête, taisez-vous, et on passe au sujet suivant. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Je vous demande de vous arrêter. Exactement. Et avec nos 4 débatteurs aujourd'hui, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Michel Thau, fondateur du site d'Info Opinion Internationale, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Filmedia, et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Alors, je vous demandais de vous arrêter parce qu'on fallait faire une pause, c'est pas une dictature ici, je le précise. Éclairé, voilà, je rassure tout le monde. Je voulais juste dire, je trouve que le fil de conducteur de notre émission, si je puis me permettre, c'est, comme le disait Matteo Ghisalberti tout à l'heure, où sont passés les gilets jaunes? Parce que, véritablement, entre les problèmes je parlais tout à l'heure de la Corse, on parle des problèmes de pouvoir d'achat, les fins de mois, ça va devenir très très compliqué. Oui, ça va être un vrai sujet. Et donc c'est là la question, c'est effectivement où sont passés les gilets jaunes? C'est une très bonne question, parce que le débouché politique des Gilets jaunes a été absolument inexistant. On se souvient des listes Gilets jaunes et leur score très faible aux élections européennes. Mais ça ne veut pas dire que les fondements du mouvement, notamment cette mutation sur le rapport travail-pouvoir d'achat, avant l'injustice suprême, c'était avoir
être au chômage, ne pas avoir d'emploi. Maintenant, c'est avoir un travail qui paye mal. Et la question des fins de mois qui commencent le 15, comme disait Coluche, devient maintenant une question centrale et pas seulement pour des catégories populaires, pour des classes moyennes. D'ailleurs, je renvoie à ces doubles pages du JDD d'hier sur cette France des oubliés. C'est des premières lignes, c'est absolument très intéressante, absolument édifiant. Et c'est un vrai sujet de la campagne présidentielle, dont le premier tour, je vous le rappelle. Alors non, justement, on n'en parle 28 jours. Ben non, on n'en parle pas, mais peut-être que nous, on devrait effectivement éclairer les auditeurs, en tous les cas les électeurs qui, dans 28 jours, se présenteront dans les urnes pour le premier tour de la présidentielle. Alors, dans les intentions de vote, nous, on voulait savoir si le match était plié, c'est ce que tout le monde dit, ou est-ce que 28 jours peuvent encore changer la donne, Frédéric. Autre étonnement, Marine Le Pen, une résiliente. Tout le monde l'attendait à l'écroulement, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que les sujets pouvoir d'achat, vie quotidienne des Français, ça n'est pas un handicap pour Éric Zemmour, par exemple? Est-ce que ces sujets-là, et Valérie Pécresse, enfin là on s'intéresse à ça, est-ce que son duel réussi face à Zemmour et en même temps cette candidate qui a du mal à s'imposer dans les meetings, est-ce que cette descente dans les sondages peut s'expliquer par l'un ou par l'autre? Et puis surtout cette place au deuxième tour avec un candidat de gauche qui se présente comme tel aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, tous ces sujets-là je vous les pose sur la table. Qui veut commencer dans 28 jours? Est-ce que tout peut se passer, Frédéric, encore? Ou est-ce que on est déjà en train de se dire qui aura en face d'Emmanuel Macron au deuxième tour? Le dire de manière péremptoire ne serait pas sérieux. Il y a des campagnes faites présidentielles où à 28 jours, à 3 mois, même à 6 mois, tout était joué. 88, par un sondage, ne donne François Mitterrand battu et pas en pôle position. En 2007, dès le mois de janvier 2007, c'est terminé en faveur de Nicolas Sarkozy. Voilà, des choses peuvent se passer. Moi, je suis oui. Et puis 2002 comme contre-exemple, 95 comme ultra contre-exemple. Pas une enquête avait prévu un Lionel Jospin en tête en 95, parce que déjà il y avait deux candidats qui se ressemblaient sociologiquement en termes d'électorat, Chirac-Balladur. Donc il y a quand même des points communs avec aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron dans notre ligne s'est absolument envolé. Il capitalise sur une logique de distinction, c'est-à-dire quand un sortant se représente, la question que se posent les Français, c'est qui ferait mieux que lui. Et la question, elle se posait facilement en 2012, c'était une campagne structurée par le tout sauf Sarkozy. L'Ukraine fait que le tout sauf Macron n'existe pas. Je ne dis pas que ça va pas émerger un jour. La campagne comme référendum anti-Macron n'existe pas. Et autant il y a, dans notre enquête de vendredi, on voit que Marine Le Pen, on a le sentiment qu'elle ferait mieux que lui sur l'insécurité. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen seraient au coude à coude avec lui sur le pouvoir d'achat, mais comme l'émetteur Macron est très fort sur les questions internationales, la distinction joue à plein pour lui. Maintenant, dire que c'est fini, je ne le dirais pas. Marine Le Pen est bonne deuxième, effectivement, mais au-delà de cette résilience, elle a un vrai enjeu. La mobilisation, c'est notre débat du début d'échange. Pas de campagne, une abstention très forte, l'électorat qui serait touché. L'abstention, vous la situez à l'IFOP à combien? Autour de 30-32%. C'est énorme. C'est faible par rapport au scrutin précédent du quinquennat, mais on compare toujours une élection par rapport à la précédente. Le record, c'est les 28,3% du 20 avril 2002. Ça ferait que quel que soit le score, même si Emmanuel Macron fait 30%, le premier parti de France, ça sera le parti des abstentionnistes. Michel. Alors, c'est très délicat de parler à côté de Frédéric Dabi, dont je respecte et je salue la finesse des. Quand il commence comme ça, non, mais c'est vrai. Je saurais répondre. Voilà. Mais pour autant. Néanmoins. Bon, Frédéric a donné quelques exemples d'erreurs de pronostics des sondages, mais il y en a. C'est moins des erreurs qu'un rapport de force qui a beaucoup bougé. Ouais, mais bon, il y a quand même eu dans le passé des erreurs, encore une fois, commises par les instituts de sondage, mais à la limite, peu importe. Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, c'est à l'insondabilité des Français. Je pense que les Français ne sont pas sondables sur leurs intentions de vote dans aujourd'hui 4 semaines, où il y a un mois. Ils se décident quoi dans la dernière semaine? Pour plein de raisons très profondes. D'abord, beaucoup ne savent pas pour qui ils vont voter. Ensuite, je crains à la question où sont les gilets jaunes. À mon avis, ils sont beaucoup dans les abstentions. Peut-être que l'abstention va être beaucoup plus forte encore. Peut-être que dans la dernière semaine, en voyant des sondages qui donnent Macron à 35%, peut-être que les macronistes n'iront pas voter en se disant « hop, il est élu d'avance ». Et puis, plein de Français en auront tellement marre de se dire que tout est plié d'avance qu'ils vont aller vouloir voter. Et de nouveau, ensuite, je pense qu'il y a certains candidats
En l'occurrence, Éric Zemmour, qui est un petit peu le Jean-Marie Le Pen d'il y a 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes sont peut-être tentées de voter Zemmour, mais qui ne l'afficheront pas, qui ne le diront pas, qui le garderont pour eux et qui le mettront dans le secret de l'urne. Voilà. Ensuite, je pense que il y a un tel état de dislocation, d'éclatement de la société que, effectivement, je répète, l'insondabilité des Français. Donc moi, j'émets les plus grands doutes. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Bien entendu qu'il y a des études d'opinion, elles sont multiples, il y a plein d'instituts de sondage, mais je crois qu'ils ne peuvent pas sonder les Français et que du coup le suspense reste entier. J'aimerais encore un autre argument. Il y a 15 jours, quand la guerre a éclaté avec l'Ukraine, personne ne savait que ça se déclencherait. Donc les 8 à 10% qu'a gagné Emmanuel Macron dans les sondages, il y a 15 jours, ça n'existait pas. Donc il va peut-être se passer encore plein de choses dans les 4 semaines qui viennent. Et donc, si vous voulez, il n'y a que des arguments pour être extrêmement prudent. Non, excusez-moi, j'étais trop... Est-ce que vous prévoyez un tassement ? Non, mais attendez. Michel a raison sur le côté prudence. Je ne suis pas d'accord sur le côté insondabilité. Puisque d'ailleurs, la preuve, quand on travaille sur des baromètres, des enquêtes au long cours, on voit au contraire que fait l'opinion... il y a quand même des vraies tendances. Maintenant, c'est vrai que depuis le Covid, j'ai tendance à dire souvent que l'opinion publique, c'est réseau socialisé. Elle va beaucoup plus vite que par le passé. Mais dire... On peut très bien faire des hypothèses, Macron trop, son électorat se démobilise. Quand on voit la structure sociodémographique de son électorat, c'est un électorat qui ira voter plus que la moyenne. J'entends le fameux vote caché pour Éric Zemmour, mais là où Michel fait une erreur, si je puis dire, d'appréciation, pardon de le dire très directement, c'est que l'exemple donné sur Jean-Marie Le Pen, c'était une époque où les enquêtes nationales étaient faites par téléphone. Il y avait un enquêteur, une enquêtrice au bout du fil ou en face de soi. Et c'est vrai que beaucoup de Français n'osaient pas dire qu'ils allaient voter Jean-Marie Le Pen. Là, quand on est face à son smartphone, face à son téléphone, sa tablette ou son ordinateur, j'ai plus de mal à croire que, oh là là, je vais pas oser dire à mon ordinateur que je vais voter pour Éric Zemmour. Maintenant, c'est vrai, et je finirai avec un point d'accord avec Michel, des surprises sont possibles. On a une campagne qui se termine dans 28 jours, ça paraît hallucinant tant elle a peu commencé, mais peut-être, comme on dit au Scrabble, mot compte triple, les journées vont compter triple. Mathéo. Je pense qu'en tout cas, on en revient au sujet de la communication autour des présidentielles, parce que d'un côté, c'est vrai que il y a certains candidats comme Éric Zemmour, qui effectivement, dans la dernière séquence, a montré de ne pas avoir une équipe de com très proactive ou très efficace, parce qu'il y a eu un peu de boulettes dernièrement. Mais c'est vrai aussi que de l'autre côté, on a le fameux président en place qui ne veut pas débattre, qui s'est fait poser des questions qu'il a choisies quand il va faire mine de rencontrer des électeurs qui en fait sont des adhérents à la République en marche, pratiquement bien sélectionnés par Carl Olive. Enfin, désolé, c'est pas la démocratie. Est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Parce que par exemple, je reprends par exemple Éric Zemmour ce week-end avec la séquence de la station-service où on sait que c'est son. Oui, mais d'accord, mais attention, il n'est pas un poste. Il n'est pas un poste. Si en plus Emmanuel Macron, dû à son statut, il va faire par exemple une cérémonie quand il y a tous les chefs de l'État, parce qu'il aime bien être le chef de l'Europe, alors qu'en dehors de l'Hexagone, d'ailleurs, on ne le considère pas très, très efficace en tant que chef de l'Europe. Là, parle l'Européen que je suis. Donc, excusez-moi, enfin, s'il veut jouer très simple, donc choisir ses opposants, etc., désolé, enfin, moi, c'est pas l'idée de démocratie que j'ai pour 2022. Et puis, n'oublions pas que, comme disait Frédéric Dabi, il y a une réseau socialisation de la société. Donc, on ne peut plus avoir des excuses. Ah, mais de toute façon, aussi Mitterrand, aussi je ne sais pas quel président précédent avait évité de faire le débat, etc. Désolé, enfin, la vitesse de la circulation de l'information maintenant a décupliqué. Ouais, mais alors, par exemple, le débat ce soir sur... Enfin, le débat, c'est pas un débat, c'est l'émission ce soir sur TF1, cette succession de présentations par les candidats, enfin, ceux que TF1 a accepté d'avoir. Donc, ils ont un quart d'heure chacun, oui, un quart d'heure chacun sur un thème comme ça ressemble beaucoup au débat de France 2. Quelques jours avant le premier tour de 2000. Non, les shopping c'est un peu exagéré, mais là où j'entends ce que dit Mathéo, Emmanuel Macron a raison de dire qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait des débats avant le premier tour, mais effectivement, il y a le précédent 2017 où les trois débats, celui de TF1, de BFM et de France 2 ont beaucoup compté.
beaucoup compté dans notre sondage jour du vote, c'est-à-dire qu'est-ce qui a décidé de son vote. Les débats télévisés ont été en 3e position et c'est vrai que les Français se sont habitués à ces débats et ça pourrait peut-être être porté au débit d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on entende Georges sur ces questions-là. Moi, je suis moins critique sur les sondeurs que toi, Michel. On peut reprocher ce qu'ont dit les sondages aujourd'hui dans une élection dans 28 jours. Mais il se passe 28 jours justement entre les deux et il y a des événements et là c'est assez volatile. Par contre il y a une chose qui est effectivement sûre et certaine, c'est que Emmanuel Macron est l'incarnation la plus parfaite, chimiquement pure, du bloc bourgeois. Et le bloc bourgeois, c'est 20% de l'électorat qui se mobiliseront, mais comme une légion romaine en marche, pour leur candidat, alors que ceux qui sont anti-système, dans l'opposition, qui sont totalement explosés entre des gilets jaunes, des pour Marine Le Pen, des pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait qu'il a un avantage structurel. Maintenant, les questions internationales, elles jouent pour lui, mais imaginons que la France n'ait pas été dans le commandement intégré de l'OTAN. Là, il avait une victoire garantie, sûre et certaine, parce que la place de la France ne serait pas celle que tu décris, c'est-à-dire... Il fait beaucoup de claquettes, Emmanuel Macron. Quand on écoute en allemand ou en anglais ou en italien, quand on parle les langues, on voit que les retours d'expérience, les retours de Versailles, ils sont polis avec Emmanuel Macron, mais ça va pas très loin. Sa visite à Moscou n'est pas allée très loin. Elle n'est pas allée très loin, pas parce qu'il a eu tort de le faire, parce qu'il est dans le commandement intégré. Mais le président français ou la présidente française qui n'est pas dans le commandement intégré, grâce à notre arsenal nucléaire, le fait qu'on peut vitrifier l'ensemble de la Russie ou de la Chine ou qui vous voulez, plus le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, quand ce président-là parle à le niveau international, quand il y a une crise, on l'écoute, et deux, il est quasiment sûr d'être réélu, comme aux États-Unis, où c'est les courbes de Zahler en communication politique montrent que s'il y a une guerre, le chef des États-Unis, le président, remporte systématiquement les élections. Autrement dit, on posera cette question-là juste après la pause. Est-ce que finalement la politique internationale, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, peut effectivement peser sur une élection nationale? C'est la vraie question, avec d'autres enjeux également. On en parle dans un instant avec nos 4 débatteurs, Matteo Ghisalberti, Michel Taub, Frédéric Dabi, Georges Kuzmanovic. Il est midi moins le quart et si vous le souhaitez, vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux. On regarde ce que vous dites, ne vous inquiétez pas. On regarde, on écoute et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et on continue de débattre, très animé avec Matteo Ghisalberti, Michel Taub, Frédéric Dabi, Georges Kuzmanovic. On était à ces 28 jours qui nous séparent du premier tour de la présidentielle et on parlait de la crise ukrainienne qui pèse lourdement sur les débats de cette campagne, qui sera d'ailleurs le thème des candidats qui passeront ce soir leur grand oral, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est ça oui, grand oral sur TF1. Chacun, y compris Emmanuel Macron. Les questions internationales pèsent dans la campagne, mais jusqu'à quand, Matteo? Je pense qu'en tout cas, il y a un impact très fort parce que ce qui se passe en Ukraine va se répercuter sur notre portefeuille et sur nos dépenses pour l'alimentation et l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça va se répercuter aussi dans les présidentielles parce que de toute façon, Emmanuel Macron et ses ministres n'ont pas fait preuve d'avoir une stratégie très claire. Parce que moi, j'aime bien qu'il fasse le téléphoniste de Poutine en disant qu'il est déterminé Poutine, comme si Poutine ne pouvait pas... Enfin, j'exagère un petit peu, mais encore une fois, je mets ma casquette de non-français pour essayer de regarder les choses aussi en dehors de l'Hexagone. Mais je constate aussi que, comme le disait Georges, il y a quelques semaines, Bruno Le Maire disait qu'il fallait faire la guerre commerciale monstrueuse contre Poutine, sauf que après, on s'est rendu compte que peut-être la France est un peu dépendante dans tout un tas de choses vis-à-vis de la Russie ou de l'Ukraine. On a vu aussi que on fait d'embargo, mais on fait pas d'embargo sur le gaz. Donc à un moment, je pense, suite. Oui, mais peut-être que M. Poutine décidera de fermer avant. Oui. Enfin, peut-être il pourrait décider de fermer le robinet. Il y a cette phrase ça c'est l'arme nucléaire. Rien n'est tabou, a dit le chef de l'État. Non, mais il pourrait, mais effectivement, mais ça serait l'arme nucléaire économique contre l'Europe. Et ce que je dis, c'est que les Gazprom ne peuvent pas.
On ne peut pas faire de sanctions. Est-ce qu'il aurait pu envahir l'Ukraine? Est-ce qu'on aurait pu avoir... Sur cette campagne présidentielle, je voudrais, parce qu'on a parlé effectivement d'Emmanuel Macron, candidat de droite, mais il y a aussi... Je termine juste pour dire qu'à côté de ça, effectivement, on a tout un tas de choses qui vont se mettre un mouvement un peu en cascade, et ça va avoir un impact aussi forcément sur le coût du travail, sur la politique d'embauche. Naturellement, les résultats de cette crise, on va les voir dans quelques semaines, dans quelques mois, mais effectivement, il y a les présidentielles maintenant, donc ça serait sympa d'en parler avec un débat proprement dit. Il y aura les législatives dans 3 mois. Un des gros problèmes, c'est que vous avez la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, tous les 6 mois, pour ceux qui suivent les informations économiques, a été extrêmement mal gérée, contrairement à ce qu'on pense, a énormément d'actifs pourris, a 20% de ses actifs qui sont liés à la Russie, énormément de dettes, et elle est tout le temps recapitalisée. Enfin, si elle s'effondre, c'est Lehman Brothers au cube pour l'Europe. Alors justement, le fait est que quand ils ont déjà commencé la guerre économique, les Russes, Vladimir Poutine a déclaré que la dette serait payée en roubles. Pour la Deutsche Bank, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle. Et donc pour nous, tout ça a l'air totalement secondaire, mais si ça s'effondre, en 2 semaines, c'est une crise économique d'une telle ampleur que tout à coup... Alors, Michel, je ne suis pas économiste du tout, mais il y a quelques mois, j'entendais dire que c'était la dette italienne qui mettait l'équilibre des États européens en danger. C'est toujours vrai. Voilà, je te pose une question de... Oui, c'est toujours vrai, mais après, dès qu'il y a un truc qui tombe, c'est le château de cartes. C'est le château de cartes. C'est là que je ne justifie pas l'attaque de Poutine. Je voudrais aussi En fait, pour une fois, l'actualité internationale rentre dans la politique nationale par les questions de pouvoir d'achat, la peur de l'avenir. Est-ce que c'est pas l'occasion, je pose une question, de poser des sujets d'indépendance énergétique? Alors justement, rappelez-vous en septembre-octobre, la grande question qui était posée, c'était celle de l'identité française et qui a fait qu'un Zemmour, par exemple, a percé. Je pense qu'il y a toujours aujourd'hui, mais sur d'autres sujets qui sont la question de l'Ukraine et de la Russie, ce clivage entre les nationalistes de droite ou de gauche et les européistes, grosso modo, représentés par Emmanuel Macron, qui est quasiment le seul qui assume ses positions européennes. Et ça, sur ce point, je le salue. Et une Valérie Pécresse, par exemple, qui n'a pas le courage de sa posture européenne, et ça, à mon avis, ça la dessert. Mais la question, c'est de savoir, entre aujourd'hui et dans 28 jours, est-ce que Emmanuel Macron, qui a essayé de réveiller l'Europe en disant on va relancer l'Europe de la défense, c'est une des raisons pour lesquelles il a réuni le sommet de Versailles. Sauf que l'Allemagne aujourd'hui a acheté des justement, et justement, là, dans les 4 semaines qui viennent, est-ce que la posture européiste d'Emmanuel Macron va se révéler efficace, va se révéler utile pour protéger les Français? Ça, c'est un vrai enjeu d'élection. Et peut-être que dans la dernière semaine, la plupart des autres candidats lui diront mais vous avez voulu relancer l'Europe de la défense, vous n'y êtes peut-être pas arrivé. Vous avez voulu construire une sorte de barrière européenne pour nous protéger Poutine, vous n'y êtes pas arrivé. Et là, peut-être que le bilan sera plus mauvais. Mais en tous les cas, moi, je suis un européiste convaincu, tout en étant très attaché à des solutions nationales sur d'autres sujets. Mais là-dessus, je pense que Emmanuel Macron récolte les fruits de sa position européiste, parce que l'actualité nous montre bien qu'on ne peut pas seul répondre à des dangers comme celui qui s'appelle Poutine. Avant la crise en Ukraine, il s'est pris le mur du réel sur l'énergie. Or, il n'a déjà plus de position européiste. Même Bruno Le Maire a été obligé de parler de nationalisation d'EDF. Et temporaire. Oui, mais en vrai, il n'y aura jamais d'autre solution. C'est-à-dire continuer le délire de la Commission européenne d'indexer tous les prix de l'énergie sur le prix du gaz, dont on dépend à 40% de la Russie, c'est vraiment 40% débile. Pour l'Europe, 17% non mais c'est débile quand on est à la France, où nous on produit de l'énergie pas chère. La seule chose, il n'y a pas d'autre option avec cette crise, c'est d'avoir un monopole d'État, et je pense qu'il se dirige vers ça. D'ailleurs, la relance sur le nucléaire n'y est pas pour rien. Dernière chose, c'était le 3e thème et on n'a pas le temps de l'aborder. Vous avez 20 secondes chacun, nous ne portons plus les masques, c'est plus une obligation, tout va bien Madame la Marquise? Les Français restent sur leur garde. C'est vrai que le niveau d'inquiétude vis-à-vis du virus est absolument effondré. Une crise internationale a chassé une crise sanitaire, mais le côté jour sans fin de la crise, d'incapacité à se projeter, fait que oui, les Français restent sur leur garde.
Michel. En Allemagne, la Accent, casque à la situation main. est critique. Il y a situation d'alerte en Allemagne, c'est notre pays voisin. Malheureusement, la crise n'est pas finie. Donc je dis, moi, oui, on peut relâcher plein de vigilance. Il faut vivre dans la durée. Il faut revivre. Ça fait partie des solutions. Mais le masque, c'est le meilleur acte de prévention. Et je trouve que le gouvernement est allé un peu trop vite sur le masque, ce qui n'empêche pas de relâcher la bride sur le pass vaccinal sanitaire. Mais le masque, ça reste un très bon instrument de précaution. Attention, parce que il y a déjà la nécessité de mettre une 4e dose aux personnes de plus de 80 ans. Donc, qui dit que dans quelques mois, on nous invite à nous faire vacciner pour réactiver le pass sanitaire, Le etc. 25 avril. La Chine reconfine. 9 millions de personnes. Georges, c'est fini. Tous les pronostics depuis 2 ans sur la Covid sont tous avérés faux. Et donc, moi, j'en ferai pas. Pire que les sondages, n'est-ce pas ? Franchement. Mais ça serait la conclusion de cette émission. Vous l'avez dit, la Chine reconfine une ville de 9 millions d'habitants. Exactement. Mais c'est la Chine. Hein, mais c'est là-bas que ça avait commencé. Laissez tout le monde respirer sans les masques un tout petit peu et on verra ensuite. Merci à tous les 4 et merci à vous également. On se retrouve demain 10h. Dans un instant, c'est André Berkoff sur Sud Radio. Moi, je vous retrouve donc demain et le débat continue bien sûr aussi avec les vraies voix tout à l'heure à 17h. Bonne journée.